Imaginez, vous épargnez depuis 30 ans et avez réussi à vous constituer un petit PQ. Vous vous réveillez un matin et votre banque est en faillite. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Est-ce que la France viendrait au secours des épargnants en cas de faillite d'une banque? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement ce qui se passerait en cas de faillite, les mécanismes qui se déclencheraient et comment protéger votre argent afin d'être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Bonjour, je suis Mounir, le fondateur de Finari. Finari, c'est une chaîne YouTube qui vous permet de vous former à la finance. On y couvre tous les aspects essentiels de l'épargne, mais c'est aussi une application qui vous permet de suivre votre patrimoine, gérer votre budget et d'investir directement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une faveur à vous demander. 50% des spectateurs de nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Or, l'équipe bosse très dur pour vous offrir 2 vidéos par semaine, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Alors abonnez-vous dès maintenant afin d'être sûr de ne pas manquer la prochaine vidéo pour mieux gérer votre épargne. Pour commencer, on va regarder qui possède vraiment votre argent. Et vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Commençons par le plus simple, la banque. Vous avez tous des comptes courants sur lesquels il y a de l'argent. Cet argent, techniquement, il appartient à la banque et vous avez une créance sur cette dernière. Vous avez peut-être aussi des livrets comme le livret A ou le LDD. Ces livrets, eux, sont gérés en majorité par la Caisse des dépôts et des consignations, la CDC, qui est un organisme public. D'ailleurs, petite parenthèse historique, la CDC existe depuis 1816. Elle a été créée sous Louis XVIII. Ces livrets réglementés sont garantis par l'État, ce qui rend le risque de perte extrêmement faible, voire quasiment inexistant. Alors si vous investissez, vous avez peut-être des actions ou des ETF. Du coup, il est primordial de bien comprendre le mode de détention de vos titres. Vous avez 2 grandes familles. D'une part, la détention au porteur, qui est la plus commune, et d'autre part, la détention au nominatif, qui peut être pure ou administrée. Prenons un exemple. Vous êtes actionnaire de LVMH. Si vous détenez des titres au porteur, LVMH ne sait pas que vous êtes actionnaire. C'est la société par laquelle vous passez, le courtier, qui va, de son côté, enregistrer votre nom dans ses livres. Et dans les livres de LVMH, c'est lui qui apparaîtra. A contrario, si vous décidez de passer au nominatif administré ou pur, c'est vous qui apparaissez directement dans le registre des actionnaires. Et vous allez voir par la suite que ça a son importance. Sachez que la majorité des courtiers vous permettent de passer des titres au porteur vers le nominatif administré. D'ailleurs, tout le monde ne peut pas conserver vos titres. Il faut être une entreprise d'investissement. Il faut donc être agréé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et la CPR, l'autorité prudentielle, et avoir respecté un tas de critères qui sont très exigeants. Parmi les entreprises d'investissement, seules celles qui font de la tenue de compte conservation, aussi appelée TCC, vont effectivement détenir les titres et détenir surtout les registres dans lesquels tous les détenteurs sont indiqués. Et ça, c'est une information clé. Et tous les conservateurs doivent respecter une règle très stricte. Il faut séparer vos titres de leur bilan. En cas de faillite d'un courtier, cela signifie que vous pourrez transférer librement vos titres du conservateur actuel vers un autre. Dans la pratique, il est tout à fait possible qu'il y ait eu des erreurs dans l'enregistrement ou carrément des fraudes, des malversations, et que vos titres et le bilan du conservateur soient mélangés, ce qui pourrait amener à des pertes. Tout ce que je viens de vous décrire concerne les comptes titres, les PEA et les PER bancaires. Maintenant, un grand nombre d'entre vous ont certainement des assurances vie ou des PER assurantiels. Dans le cadre de l'assurance vie, il faut bien comprendre que les fonds que vous déposez dans votre contrat appartiennent en réalité à l'assureur et vous avez, comme dans le cadre du compte courant, une créance sur eux. L'autre information qui est importante à comprendre, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre l'assureur et le courtier qui vous vend le contrat. Ici, il existe 2 grands cas de figure. Le premier, c'est que le courtier et l'assureur font partie de la même entreprise. Par exemple, AXA a à la fois un réseau de courtage et est assureur, et donc tout est réuni sous un même toit. Le deuxième cas, et c'est extrêmement fréquent notamment sur Internet, c'est que vous souscrivez à un contrat auprès d'un courtier, mais en réalité, ce contrat est géré par un assureur tiers. Les fonds ne transitent donc jamais chez le courtier, ils vont directement de votre compte bancaire à l'assureur. C'est le cas de la plupart des contrats que vous pourrez souscrire chez votre conseiller en gestion de patrimoine ou encore chez une banque privée. D'ailleurs, chez Finari, notre contrat est lui-même en réalité assuré chez Generali. Maintenant que vous savez où est votre argent, on va s'intéresser aux mécanismes de protection, et ici il y en a 3 qu'il faut retenir. Le premier mécanisme, c'est la garantie des dépôts. Elle est proposée par le fonds de garantie et de résolution et couvre vos comptes à hauteur de 100 000 €. Ce montant s'applique par déposant et par établissement. Ce fonds couvre vos comptes courants, vos comptes d'épargne non réglementés et aussi les comptes à terme. Les livrets réglementés comme le livret A ou le LDD sont directement garantis par l'État. Alors comment bénéficier de cette garantie? C'est très simple, il suffit que la banque qui détient vos fonds soit située dans l'Union européenne. D'ailleurs,
le montant garanti peut passer de 100 jusqu'à 600 000 euros en cas de montant exceptionnel déposé, par exemple le fruit d'une succession ou encore des indemnités suite à une rupture de contrat de travail. Le fonds de garantie des dépôts a été créé en 1999 et il n'a encore jamais été utilisé. La deuxième garantie à connaître, c'est la garantie des titres. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, les titres sont enregistrés par le dépositaire à votre nom, mais en cas de mauvaise gestion de l'établissement financier, il pourrait y avoir des pertes. Cette garantie vous protège en cas de faillite de votre dépositaire. Elle couvre tous les titres financiers, les actions, les obligations, les OPCVM, les SICAV, les FCP, à hauteur de 70 000 euros par épargnant et par établissement. Pour que cette garantie des titres soit activée, il faut respecter deux conditions très précises. Premièrement, il faut que les titres aient disparu, par exemple suite à une fraude ou un crash informatique. Deuxièmement, il faut que l'établissement teneur de compte, en cessation de paiement, ne soit pas en mesure de vous restituer vos titres. D'ailleurs, au-delà de cette garantie, n'oubliez pas que lorsque votre teneur de compte conservateur fait bien son travail, vos titres sont toujours séparés du bilan de votre teneur de compte et donc il n'y a pas vraiment de risque à proprement parler, même en cas de faillite de ce dernier. La troisième protection, c'est le fonds de garantie des assurances de personnes. Ce fonds, comme son nom l'indique, protège les souscripteurs d'assurance vie, d'épargne retraite ou encore d'assurance décès. Il intervient en cas de faillite d'une compagnie d'assurance et couvre les dépôts à hauteur de 70 000 euros par épargnant et par établissement. Ce fonds sert à couvrir les assurés en cas de faillite de l'assureur. Il ne protège pas contre les fluctuations de marché. Si vous avez investi dans un titre via votre assurance vie et que ce titre passe de 100 euros à 0, la perte, elle est pour votre pomme puisque l'assureur aura simplement fait son travail. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'assurance vie en général, je vous mets un lien vers une vidéo que j'ai réalisée qui couvre tous les aspects essentiels de cet instrument qui est le préféré des Français. Maintenant, on va passer dans le scénario catastrophe. Vous vous réveillez un matin et c'est la crise absolue. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous voulez retirer vos fonds, par exemple d'un contrat d'assurance vie, est-ce que vous avez les mains libres? La réponse est probablement pas. En effet, depuis la loi Sapin 2, le Haut Conseil de stabilité financière peut bloquer les rachats et les arbitrages dans tous les contrats d'assurance vie, et ce pour une durée pouvant aller jusqu'à 6 mois. Cette loi vise à protéger le système financier et d'éviter les fuites de capitaux. En effet, en cas de fuite massive, les assureurs pourraient faire faillite en chaîne, ce qui pourrait complètement détruire l'économie. Dans les faits, cela signifie que votre assurance vie pourrait se retrouver bloquée pendant une durée pouvant aller jusqu'à 6 mois. Les banques, elles, pourraient décider de limiter les retraits, voire de les bloquer complètement. Et enfin, vous pourriez décider de vendre les titres que vous avez sur votre PEA à votre compte titre. Le problème, c'est que si on est en pleine crise, les marchés seraient en chute libre et ce serait probablement pas une très bonne idée de prendre cette décision à ce moment-là. D'ailleurs, lorsque la volatilité est trop forte, la cotation sur les marchés peut être suspendue afin d'éviter les mouvements de panique. C'est arrivé très régulièrement au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ou encore sur la fameuse histoire de GameStop où la cotation était suspendue quasiment quotidiennement. Alors si tout est bloqué, qu'est-ce que pourraient faire les mécanismes de protection pour votre argent? Dans les faits, si une banque majeure fait faillite, cela pourrait entraîner une crise systémique qui serait très difficile à gérer. Cette crise pourrait faire tomber d'autres établissements et on tomberait dans l'effet domino que je vous décrivais juste avant, qui pourrait, encore une fois, dévaster l'économie du pays, mais aussi du monde entier. Dans ce cas, le fonds de garantie des dépôts serait largement insuffisant pour couvrir les éventuelles pertes. Pour vous donner un ordre de grandeur, on estime qu'actuellement, les dépôts sur les banques françaises s'élèvent à plus de 1600 milliards d'euros, alors que le fonds de garantie des dépôts est doté d'à peine 1,8 milliard d'euros. Autant vous dire que ce n'est pas ce fonds qui viendra nous sauver en cas de crise systémique. Il faut néanmoins noter que le fonds de garantie des dépôts a la capacité de demander des cotisations supplémentaires à ses adhérents, toutes les banques. Il peut également s'endetter afin d'emprunter de l'argent et couvrir les pertes en cas d'éventuelle faillite. D'ailleurs, si on imagine que le fonds de garantie a joué son rôle et que vos dépôts sont sécurisés, votre monnaie ou la valeur de vos comptes peut quand même être dévaluée. Ce phénomène, c'est la dévaluation. Ça signifie que la même somme d'argent pourrait vous acheter moins de choses à l'avenir. Et donc, même si vous aurez été techniquement protégé, même si vous n'aviez pas perdu d'argent, vous avez quand même perdu en pouvoir d'achat. Maintenant qu'on a vu le scénario catastrophe, on va regarder ce que vous pouvez faire concrètement pour protéger votre épargne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre que le système financier est plus solide que jamais parce qu'on a appris des crises précédentes. Que ça soit la crise de 2008, la crise
crise de la zone euro ou encore le Covid, à chaque fois, le système s'est remis en question pour solidifier et transpariser notamment les gros acteurs comme les banques. Au niveau européen, l'UBE, l'Union bancaire européenne, a été mise en place. Elle dépend directement de la Banque centrale européenne et permet de surveiller les banques qu'on dit systémiques, c'est-à-dire concrètement les plus grosses, afin de s'assurer qu'elles ne tombent pas et qu'elles ne déclenchent pas un effet domino. Même si le système est solide, il est quand même important que chaque épargnant mette en place des sécurités. Comme dirait ma grand-mère, mieux vaut prévenir que guérir. La première chose que vous pouvez faire, c'est tirer profit des 3 mécanismes de protection que je vous ai présentés un peu plus tôt. Ainsi, c'est une bonne pratique de ne pas avoir plus de 100 000 euros par banque, hors livret réglementé, ou 70 000 euros par assureur, et enfin, de passer ces titres qu'on a sur son compte titre ou sur son PEA au nominatif, généralement administré, afin d'être inscrit directement dans le registre des actionnaires des sociétés. L'autre option, c'est que vous pouvez investir hors de France afin de diversifier géographiquement votre épargne. Et ici, l'un des dispositifs les plus populaires, c'est l'assurance vie luxembourgeoise, puisqu'elle vous permet de bénéficier de ce qu'on appelle le triangle de sécurité. En effet, dans un contrat luxembourgeois, il y a 3 acteurs qui entrent en jeu: l'assureur, le dépositaire et le commissariat aux assurances qui contrôlent les règles du jeu. Vos fonds sont strictement séparés de ceux de l'assureur, il n'y a donc pas de risque de mélange et en cas de faillite, on vous restitue votre épargne. Enfin, la loi Sapin 2, qui pourrait bloquer les rachats et les arbitrages dans les contrats français, ne s'applique pas sur ces contrats. Attention, certains contrats d'assurance du luxembourgeois ont des fonds en euros gérés par des compagnies françaises. Ces fonds en euros, eux, sont bien concernés par Sapin 2 et pourraient donc être bloqués. Une autre option dont on entend beaucoup parler, c'est d'aller mettre son argent en Suisse. L'objectif n'est pas du tout de faire de l'évasion fiscale, mais plutôt de profiter de la stabilité et de la neutralité politique de nos voisins helvétiques. Le système bancaire est au cœur de l'économie suisse et les banques helvètes sont connues pour leur solidité. Enfin, une option est de tout simplement sortir votre argent des banques et des marchés financiers afin de l'investir dans des biens tangibles. On parle ici évidemment d'immobilier ou encore de terrain, mais aussi d'or sous toutes ses formes, des lingots, des pièces, des lingotins ou encore des objets de collection comme les montres et les voitures. L'idée, c'est d'avoir du concret, du tangible afin de pouvoir garder et sécuriser vous-même vos avoirs. C'est justement ce type de solution que nous proposons avec Finary One, notre nouvelle gestion privée. Finary One, c'est un accompagnement à 360 degrés. Il vous donne accès à un conseiller dédié ainsi qu'à des produits comme l'assurance vie luxembourgeoise, le crédit lombard ou encore le private equity. Avec Finary One, on couvre l'ensemble des besoins d'un investisseur, de la définition de vos objectifs à l'analyse patrimoniale en passant par l'optimisation financière et fiscale. Pour construire Finary One, on s'est inspiré de ce qui se faisait de mieux dans la banque privée et on a aussi embauché des ex-banquiers privés. Accessible à partir de 250 000 euros investis, vous bénéficierez d'une tarification transparente et parmi les plus basses du marché. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur le lien dans la description. Alors le revers de la médaille des biens physiques, c'est que il faut les assurer, il faut les entretenir et le risque de vol est quand même assez important. Une autre option qui a émergé d'ailleurs en réponse à ces risques de faillite systémique, c'est la crypto-monnaie. La crypto-monnaie a été créée pour combattre la centralisation des banques. Si vous investissez en Bitcoin ou en Ethereum, vous pouvez vous-même sécuriser vos actifs en détenant la clé privée et donc vous êtes maître de votre destin. Alors vous allez me dire, l'État lui aussi pourrait faire faillite et vous avez probablement raison. Mais dans ce cas-là, vous inquiétez pas, les politiciens ont une super idée. La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre les épargnants ? Totalement, absolument, absolument. En réalité, en cas de faillite de l'État, c'est plutôt la Banque centrale qui interviendrait. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu en Grèce. La Grèce a été en grande difficulté pendant des années. Aujourd'hui, l'économie repart assez fort. Ce sont donc ses créanciers, concrètement la BCE et l'Allemagne, qui lui ont dicté pendant longtemps son propre budget. En conclusion, le système financier actuel est stable et relativement sécurisé. Il existe plusieurs mécanismes dont vous pouvez tirer profit pour maximiser les protections dont vous bénéficiez, mais évidemment, en finance, comme d'habitude, le risque zéro n'existe pas.